Histoire de malade, Fräulein Anna O par Joseph Breuer. Fräulein Anna O, âgée de 21 ans à l'époque de sa maladie 1880, semble avoir une hérédité névrotique assez chargée. On trouve en effet dans sa nombreuse famille quelques cas de psychose. Ses parents sont des nerveux bien portants. Elle-même s'est jusqu'alors fort bien portée, n'a jamais présenté de phénomène névrotique pendant tout son développement. Elle est remarquablement intelligente, étonnamment ingénieuse et très intuitive. Étant donné ses belles qualités mentales, elle aurait pu et dû assimiler une riche nourriture intellectuelle qu'on ne lui donna pas au sortir de l'école. On remarquait en elle de grands dons poétiques, une grande imagination contrôlée par un sens critique aiguisé, qui d'ailleurs la rendait totalement inaccessible à la suggestion. Les arguments seuls pouvaient agir sur elle, jamais de simples affirmations. Elle est énergique, opiniâtre, persévérante. Sa volonté se mue parfois en entêtement, et elle ne se laisse détourner de son but que par égard pour autrui. Parmi les traits essentiels de son caractère, on notait une bonté compatissante. Elle prodiguait ses soins aux malades et aux pauvres gens, ce qui lui était à elle-même d'un grand secours dans sa maladie, parce qu'elle pouvait de cette façon satisfaire un besoin profond. On observait encore chez elle une légère tendance aux sautes d'humeur. Elle pouvait passer d'une gaieté exubérante à une tristesse exagérée. L'élément sexuel était étonnamment peu marqué. Je ne tardais pas à connaître tous les détails de son existence, et cela à un degré rarement atteint dans les relations humaines. La malade n'avait jamais eu de relation amoureuse, et parmi ses multiples hallucinations, jamais cet élément de la vie psychique ne se manifestait. Cette jeune fille, d'une activité mentale débordante, menait dans sa puritaine famille une existence des plus monotones, et elle aggravait encore cette monotonie d'une façon sans doute à la mesure de sa maladie. Elle se livrait systématiquement à des rêveries qu'elle appelait son théâtre privé. Alors que tout le monde la croyait présente, elle vivait mentalement des contes de fées, mais lorsqu'on l'interpellait, elle répondait normalement, ce qui fait que nul ne soupçonnait ses absences. Parallèlement aux soins ménagers qu'elle accomplissait à la perfection, cette activité mentale se poursuivait presque sans arrêt. J'aurai plus tard à raconter comment ces rêveries, habituelles chez les gens normaux, prirent sans transition un caractère pathologique. Le cours de la maladie se divise en plusieurs phases bien distinctes. L'incubation latente, à partir de la mi-juillet 1880 jusqu'au 10 décembre environ. Nous ignorons la plus grande partie de ce qui s'est produit dans cette phase, mais le caractère particulier de ce cas nous permet de le comprendre si parfaitement que nous en apprécions beaucoup l'intérêt au point de vue pathologique. J'exposerai plus tard cette partie de l'observation. La maladie manifeste, une psychose singulière avec paraphasie, strabisme convergent, trouble grave de la vue, contracture parésique totale dans le membre supérieur droit et les deux membres inférieurs, et partielle dans le membre supérieur gauche, parésie des muscles du cou, réduction progressive de la contracture dans les membres droits. Une certaine amélioration se trouva interrompue par un grave traumatisme psychique en avril, décès du père. À cette amélioration succéda une période de durable somnambulisme alternant par la suite avec des états plus normaux, persistance d'une série de symptômes jusqu'en décembre 1881. Suppression progressive des troubles et des phénomènes jusqu'en juin 1882. En juin 1880, le père de la malade, qu'elle aimait passionnément, fut atteint d'un abcès péripleuritique qui ne put guérir et dont il devait mourir en avril 1881. Pendant les premiers mois de cette maladie, Anna consacra toute son énergie à son rôle d'infirmière, et personne ne put s'étonner de la voir progressivement décliner beaucoup. Pas plus que les autres, sans doute, la malade ne se rendait compte de ce qui se passait en elle-même, mais peu à peu son état de faiblesse, d'anémie, de dégoût des aliments devint si inquiétant qu'à son immense chagrin, on l'obligea à abandonner son rôle d'infirmière. De terribles quêtes de tout fournirent d'abord le motif de cette interdiction, et ce fut à cause d'elle que j'eus pour la première fois l'occasion d'examiner la jeune fille. Il s'agissait d'une toux nerveuse typique. Bientôt, Anna ressentit un besoin marqué de se reposer l'après-midi, repos auquel succédait dans la soirée un état de somnolence, puis une grande agitation. Un strabisme convergent apparut au début de décembre. Un oculiste attribua faussement ce symptôme à une parésie du nerf abducens. À partir du 11 décembre, la patiente dut s'aliter pour ne se relever que le 1er avril. Des troubles graves en apparence nouveaux se succédèrent alors rapidement.
douleur du côté gauche de l'occiput, strabisme convergent, diplopie, plus prononcée à chaque contrariété, peur d'un écroulement des murs, affection oblique, trouble de la vue difficilement analysable, parésie des muscles antérieurs du cou, de telle sorte que la patiente finissait par ne plus pouvoir remuer la tête qu'en la resserrant entre ses épaules soulevées et en faisant mouvoir son dos, contracture et anesthésie du bras droit, puis au bout de quelque temps, de la jambe droite, ce membre étant raidi et recroquevillé vers le dedans. Plus tard, les mêmes troubles affectent la jambe et enfin le bras gauche, les doigts conservant pourtant une certaine mobilité. Les articulations des deux épaules ne sont pas non plus tout à fait rigides. La contracture affecte surtout les muscles du bras, puis plus tard, lorsque l'anesthésie put être mieux étudiée, la région du coude, qui s'avéra la plus sensible. Au début de la maladie, l'examen de l'anesthésie ne fut pas suffisamment poussé à cause de la résistance qui opposait la malade apeurée. C'est dans ces circonstances que j'entrepris le traitement de la malade et je pus tout aussitôt me rendre compte de la profonde altération de son psychisme. On notait chez elle deux états tout à fait distincts qui, très souvent et de façon imprévisible, alternaient et qui, au cours de la maladie, se différencièrent toujours davantage l'un de l'autre. Dans l'un de ces états, elle reconnaissait son entourage, se montrait triste, anxieuse, mais relativement normale. Dans l'autre, en proie à des hallucinations, elle devenait méchante, c'est-à-dire qu'elle vociférait, jetait des coussins à la tête des gens, et dans la mesure où sa contracture le permettait, arrachait avec ses doigts, restés mobiles, les boutons de ses couvertures, de son linge. Si pendant cette phase l'on modifie quelque chose dans la pièce, si quelqu'un venait à entrer ou à sortir, elle se plaignait de ne pas avoir de temps à elle et remarquait les lacunes de ses propres représentations conscientes. Dans la mesure du possible, on la contredisait et on cherchait à la rassurer quand elle se plaignait de devenir folle, mais alors, chaque fois qu'elle avait jeté au loin ses coussins, elle gémissait de l'abandon, du désordre, où on la laissait, et ainsi de suite. Dès avant qu'elle s'habitât, on avait déjà noté chez elle de semblables absences. Elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, en répétait les derniers mots pour la poursuivre quelques instants plus tard. Peu à peu, ces troubles prirent l'acuité que nous avons décrite, et au point culminant de la maladie, quand la contracture affecta aussi le côté gauche, elle ne se montra à moitié normale que pendant de très courts instants de la journée. Toutefois, même pendant les périodes de conscience relativement claires, les troubles réapparaissaient, sautes d'humeur des plus rapides et des plus prononcées, gaieté très passagère, en général vif sentiment d'anxiété, refus tenace de toute mesure thérapeutique, hallucinations angoissantes ou cheveux lacés, lui semblaient être des serpents noirs. En même temps, elle s'abjurait de n'être pas aussi stupide puisqu'il s'agissait que de ses propres cheveux et ainsi de suite. Dans ces moments de pleine lucidité, elle se plaignait de ténèbres dans son cerveau, disant qu'elle n'arrivait plus à penser, qu'elle devenait aveugle et sourde, qu'elle avait deux moi, l'un qui était le vrai et l'autre le mauvais qui la poussait à mal agir. L'après-midi, elle tombait dans un état de somnolence qui se prolongeait jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, réveillée, elle se plaignait d'être tourmentée, ou plutôt ne cessait de répéter l'infinitif, tourmentée, tourmentée. Un grave trouble fonctionnel du langage était apparu en même temps que les contractures. On observa d'abord qu'elle ne trouvait plus ses mots, phénomène qui s'accentua peu à peu. Puis grammaire et syntaxe disparurent de son langage. Elle finit par faire un usage incorrect des conjugaisons de verbes, n'utilisant plus que certains infinitifs formés à l'aide de prétérites, de verbes faibles et omettant les articles. Plus tard, les mots eux-mêmes vinrent à lui manquer presque totalement. Elle les empruntait péniblement à 4 ou 5 langues et n'arrivait plus guère à se faire comprendre. En essayant d'écrire, elle se servait du même jargon au début, car ensuite la contracture l'en empêcha tout à fait. 2 semaines durant, elle garda un mutisme total et en s'efforçant de parler, n'émettait aucun son. C'est alors seulement que le mécanisme psychique de la perturbation put s'expliquer. Je savais qu'une chose qu'elle avait décidé de taire l'avait beaucoup tourmentée. Lorsque j'appris cela et que je la contraignis à en parler, l'inhibition qui avait rendu impossible toute autre expression de pensée disparut. Cette amélioration, coïncidant en mars 1881 avec la mobilité récupérée des membres gauches, la paraphasie disparut, mais elle ne s'exprimait plus qu'en anglais en apparence sans s'en rendre compte. Elle querellait son infirmière qui naturellement ne la comprenait pas. Quelques mois plus tard seulement, j'arrivai à lui faire admettre qu'elle utilisait l'anglais.
Toutefois, elle n'avait pas cessé de comprendre son entourage qui s'exprimait en allemand. Dans les moments d'angoisse intense seulement, elle perdait entièrement l'usage de la parole ou bien elle mêlait les idiomes les plus différents. À ses meilleurs moments, quand elle se sentait le mieux disposée, elle parlait français ou italien. Entre ces périodes et celles où elle s'exprimait en anglais, on constatait une amnésie totale. Le strabisme également s'atténua pour ne plus apparaître que dans des moments de grande agitation. La maladie pouvait maintenant redresser la tête et quitta son lit pour la première fois le 1er avril. Mais le 5 avril, son père adoré, qu'elle n'avait que rarement entrevu au cours de sa propre maladie, vint à mourir. C'était là le choc le plus grave qui put l'atteindre. À une agitation intense succéda pendant 2 jours un état de prostration profonde, dont Anna sortit très changée. Au début, elle se montra bien plus calme avec une forte atténuation de son sentiment d'angoisse. Les contractures de la jambe et du bras droit persistaient, ainsi qu'une anesthésie peu marquée de ses membres. Le champ visuel se trouvait extrêmement rétréci. En contemplant une gerbe de fleurs qui lui avait fait grand plaisir, elle ne voyait qu'une seule fleur à la fois. Elle se plaignait de ne pas reconnaître les gens. Autrefois, elle les reconnaissait sans effort volontaire. Maintenant, elle se voyait obligée, en se livrant à un très fatigant recognizing work, de se dire que le nez était comme ci, les cheveux comme ça, donc il s'agissait bien d'un tel. Les gens lui apparaissaient comme des figures en cire, sans rapport avec elle-même. La présence de certains proches parents lui était très pénible, et cet instinct négatif ne faisait que croître. Si quelqu'un dont la visite lui faisait généralement plaisir pénétrait dans la pièce, elle le reconnaissait et demeurait quelques instants présente pour retomber ensuite dans sa rêverie, et pour elle, la personne avait disparu. J'étais la seule personne qu'elle reconnut toujours. Elle demeurait présente et bien disposée tant que je lui parlais jusqu'au moment où, tout à fait à l'improviste, survenaient ces absences hallucinatoires. Elle ne s'exprimait maintenant qu'en anglais, sans plus comprendre ce qu'on lui disait en allemand. Son entourage se voyait forcé de lui parler en anglais et l'infirmière elle-même apprit à se faire à peu près comprendre. Mais la malade lisait des livres français et italiens. Lorsqu'on lui demandait de lire à haute voix, elle traduisait les textes avec une surprenante rapidité et dans un anglais parfaitement correct. Elle recommença à écrire, mais d'une façon bizarre, en se servant de l'articulation de sa main gauche et en traçant des lettres d'imprimerie dont elle s'était fait un alphabet copié dans son Shakespeare. Elle n'avait jamais été grosse mangeuse, mais maintenant elle refusait toute nourriture, en dehors pourtant de celle qu'elle m'autorisait à lui faire ingurgiter, de sorte qu'elle put rapidement reprendre des forces. Toutefois, elle refusait toujours de manger du pain, et ne manquait jamais, une fois le repas terminé, d'aller se rincer la bouche, ce qu'elle faisait aussi quand, sous un prétexte quelconque, elle n'avait rien voulu avaler, un indice du fait qu'elle était alors absente. Les somnolences de l'après-midi, le profond assoupissement au coucher du soleil persistaient, mais quand elle avait pu se raconter elle-même, elle se montrait calme, tranquille et enjouée. Je reviendrai ultérieurement d'une façon plus explicite sur ce point. Cet état relativement supportable ne se maintient pas longtemps. 10 jours environ après la mort de son père, un consultant fut appelé. Comme toujours quand il s'agissait de personnes étrangères, elle ignora absolument sa présence. J'informai le médecin de tout ce qui caractérisait ma malade, et lorsque je fis traduire à celle-ci un texte en français, « That is like an examination », dit-elle en souriant. Le médecin étranger lui parla et essaya de se faire remarquer d'elle, mais en vain. Il s'agissait en l'occurrence de cette hallucination négative, si souvent expérimentalement établie depuis. Le praticien réussit enfin à marquer sa présence, en lui lançant au visage la fumée de sa cigarette. Elle aperçut soudain cet étranger, se précipita vers la porte pour en enlever la clé et s'écroula inanimée. Après moi, elle eut un court accès de colère, auquel succéda une crise aiguë d'angoisse, que j'eus beaucoup de mal à calmer. Le malheur voulut que j'eusse obligé ce soir-là de partir en voyage, et quand plusieurs jours après je revins, je trouvai que l'état de ma malade s'était bien aggravé. Elle avait pendant mon absence refusé tout aliment, était en proie à des sentiments d'angoisse. Ses absences hallucinatoires étaient remplies de figures terrifiantes, de têtes de mort et de squelettes. Comme elle racontait une partie de ces scènes tout en les vivant, son entourage prenait généralement connaissance du contenu des hallucinations. L'après-midi, somnolence, vers le soir, hypnose profonde à laquelle elle avait donné le nom technique de clouds, nuages. Si elle pouvait ensuite raconter ses hallucinations de la journée, elle se réveillait lucide, calme, gaie, se mettait au travail et passait la nuit à dessiner et à écrire, se montrait tout à fait raisonnable et se recouchait vers 4 heures.
les mêmes scènes que les jours précédents se reproduisaient le matin. Le contraste que présentait la malade irresponsable, poursuivie par ses hallucinations dans la journée, et la jeune fille parfaitement lucide qu'elle était pendant la nuit semblaient des plus frappantes. En dépit de cette euphorie nocturne, l'état psychique ne cessait d'empirer. D'intenses compulsions au suicide apparurent. C'est pourquoi nous trouvâmes qu'il ne convenait pas de la laisser plus longtemps loger au 3e étage de sa demeure. La malade, bien contre son gré, fut conduite dans une villa à proximité de Vienne, le 7 juin 1881. Il n'avait jamais été question entre nous de s'éloigner de sa maison, car elle s'y serait opposée, mais elle prévoyait cette décision et la craignait en silence. À cette occasion, on put une fois de plus constater à quel point l'affect d'angoisse dominait le trouble psychique. Comme après la mort de son père, elle traversait maintenant que le fait redouté s'était accompli, une période d'accalmie, non point à vrai dire sans que le changement de demeure n'eût été immédiatement suivi de 3 jours et de 3 nuits d'insomnie, de jeûne complet et d'une tentative de suicide, heureusement sans danger. Dans le jardin, ainsi que de bris de vitres, elle avait des hallucinations sans absence qu'elle distinguait fort bien des autres. Elle finit par se calmer, accepta que l'infirmière la fit manger et prit même le soir son chloral.